Bana-Congo? Donc là, il y a beaucoup de pistes qu'on peut explorer, mais je vais juste partir d'une seule piste. Allez-y. La piste que j'ai évoquée tout à l'heure, pour laquelle je me bats fortement, moi et tous les autres de la diaspora en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Hollande, aux États-Unis, au Canada, partout, nous nous battons corps et âme pour que les gouvernements congolais puissent nous donner une structure officielle dans laquelle nous pouvons nous organiser, dans laquelle nous pouvons débattre les problèmes qui nous concernent. Il y a eu une tentative en 2006 d'organiser le secrétariat, c'est ça? Non, comment ça, on a appelé ça? C'était la direction de l'immigration. Oui. Non, non, ça portait un nom. Oui, allons-y, la tentative... Oui. Donc, il y a eu cette tentative de la part du gouvernement d'instaurer un vice-ministère de la diaspora congolais de l'étranger. Mais il y a eu beaucoup de critiques. Vous savez, tous les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous. On reproche à ceux qui ont dirigé cette structure de ne pas avoir eu beaucoup d'expérience. Ils n'ont pas vécu eux-mêmes beaucoup à l'étranger. Ils ne connaissaient pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous de la diaspora. Donc, pour cette structure, pour ces ministères de Congolais de l'étranger, moi je pense que le gouvernement en place doit la confier à quelqu'un ou à des personnes qui ont vécu longtemps à l'étranger, qui connaissent les problèmes auxquels la diaspora est confrontée au quotidien. Donc le gouvernement doit avoir une oreille attentive à ces gens? Tout à fait, oui. Ça peut permettre en fait de rétablir le dialogue qui a été interrompu entre la RDC, entre les Congolais de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Alors, vous êtes sans doute expert fiscal, vous avez dit dans votre présentation, je le rappelle d'ailleurs. Nous allons parler un tout petit peu, de manière frivole, de la TVA. Oui. C'est sûr que c'est quelque chose aussi d'important pour le développement de la RDC. Nous avons aussi besoin de l'apport de la diaspora, surtout que c'est, je dirais, une initiative nouvelle dans notre pays. Tout à fait, depuis un temps, le Congolais se plaignent que cette TVA est venue bouleverser les choses. Vous, en tant qu'expert, quel est votre point de vue? À mon avis, c'est un avis personnel. Je ne sais pas si tout le monde peut les partager. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que la TVA, c'est un impôt moderne déjà. C'est une réforme très importante qui a été introduite déjà dans les années 2004. Ça ne date pas de maintenant. Donc déjà, de 2004, cette réforme était déjà mise en place. Mais elle était encore dans les tiroirs. Vous l'avez vécu de la même manière que nous, vous, de la diaspora. Ça se passe de la même façon? Ça a une influence sur, je dirais, le social, la hausse de prix à l'étranger, comme nous le vivons ici? Je ne pense pas. Ça fait partie de la spéculation des entrepreneurs, des opérateurs économiques. Donc, en fait, la TVA ne peut en aucun cas augmenter le prix sur le marché. Donc, par le fait de la mésentente, de l'incompréhension des opérateurs économiques, oui, ça je peux le comprendre. Oui. Mais à long terme, les prix vont se stabiliser parce que cet impôt moderne n'est pas supporté par les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, les commerçants, ce ne sont que des agents collecteurs pour les trésors publics. Donc, ils collectent la TVA qu'ils font payer sur leurs clients et ils déduisent la TVA qu'ils ont payée sur leurs achats aux fournisseurs. Et la différence entre les deux, entre la TVA collectée et la TVA payée, c'est ce qui est versé au Trésor. Donc, je ne vois pas en quoi, par exemple, la polémique qui a été lancée par la FEC. Vous pensez que la TVA serait l'élément majeur pour le développement d'un pays? Faudrait-il qu'on parte par là pour qu'on parle de l'émergence d'un pays? Bien sûr. Ça ne peut pas intervenir un peu plus tard? C'est une des taxes modernes qui permet à un État moderne d'avoir des ressources financières, d'avoir de l'autonomie financière pour pouvoir réaliser ces projets. On peut, par exemple, donner la part de la TVA dans l'Union européenne. Elle représente plus ou moins 60% de la TVA. Donc, 60% des recettes de la communauté dans l'Union européenne viennent essentiellement de la TVA. Vous voyez comme c'est énorme. En France, par exemple, c'est entre 50 et 60% des recettes de l'État qui proviennent des impôts directs.
dont la TVA et les autres impôts, par exemple, sur les assises, les droits de douane. Mais il y a la FEC qui s'est prononcée autour de cette question. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec l'avènement de la TVA. C'était précipité selon elle, selon vous. Mais moi, je pense que la FEC doit relire ses notes. Parce qu'il y a un député qui était un ancien administrateur de la FEC, M. Jean Bamanissa, oui, qui est passé sur une des chaînes de la capitale pour dire que la FEC était au courant de cette réforme depuis 2004. Et moi, je ne comprends pas cette polémique lancée par la FEC parce que, en fait, les entreprises qui sont affiliées à la FEC ne payent pas la TVA. La TVA est payée par la consommation, par le consommateur final, qui est vous et moi, par exemple. Donc, la FEC n'a pas raison d'enclencher cette polémique. Moi, je vois très, très mal, par exemple, un dirigeant de MEDEF en France faire une polémique pareille. C'est hors de question. Mais qu'est-ce qui fait à ce que cette TVA ne connaisse pas un succès ici dans notre pays? Parce que vraiment, Vous savez, la population, de tout temps, la population congolaise est toujours opposée à des changements. Même dans les pays où nous vivons là-bas, quand on a lancé cette TVA dans les années 50, je ne pense pas que la population était d'accord à 100%. Mais il a fallu du temps, il a fallu le temps pour expliquer à la population les bien fondés de cette taxe. Alors, par où, en tant qu'expert, par où la DGI doit commencer? Mais la DGI, je peux dire qu'elle a fait une partie de son travail, de sa mission, mais je trouve que la vulgarisation n'a pas été faite en profondeur. Il aurait fallu, par exemple, 1 an ou 2 ans à l'avance. Les lacunes persistent. Oui, la crise persiste, mais moi je pense que c'est encore une fois l'incompréhension entre les consommateurs d'une part, la FEC et la DGI en passant par le ministère des Finances. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour essayer d'équilibrer alors la situation? Mais pour équilibrer la situation, moi je pense que ce que la DGI fait et continue à faire, c'est bien. Donc il faut continuer à éduquer la population, il faut continuer à parler, à vulgariser la réforme de la TVA, qui est un impôt moderne qui peut permettre à la RDC d'avoir des moyens, des ressources financières autonomes pour pouvoir réaliser les projets sociaux. Parce que les Congolais disent, oui, nous voulons les sociales. Oui. Les sociales ne vont pas tomber du ciel. Oui. Il faut des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut bien que les Congolais participent. Parce que la plupart des pays modernes appliquent cette TVA. Au Rwanda, par exemple, il y a 10 ans que le Rwanda pratique la TVA. Oui. Et 90% des recettes de l'État rwandais proviennent essentiellement de la TVA. Vous voyez, donc quelques 150 ou 200 grandes entreprises financent via la TVA, n'est-ce pas, via la TVA collectée sur leurs clients, financent le budget de l'État. C'est énorme. Nous aussi, par exemple, on peut arriver, par exemple, à avoir un budget de 10 milliards de dollars si la TVA est effectivement bien collectée ici en RDC. Mais là, de ce côté-là, je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que dans les pays organisés, il y a des structures qui sont mises en place. Par exemple, tout un ministère qui est chargé de la fraude de la lutte contre la fraude fiscale, par exemple. En Belgique, il y a tout un secrétariat d'État à la fraude fiscale. Donc vous proposez à ce qu'il y ait aussi un ministère ici? Je propose qu'il y ait de lutte contre la fraude fiscale. Des institutions fortes au niveau du ministère des Finances pour pouvoir lutter contre la fraude fiscale. Parce que je sais que dans un premier temps, on va collecter une certaine somme pour la TVA, mais ça ne va pas aller jusqu'au-delà. Donc la DGI, elle seule, ne peut rien faire. Il faudrait qu'elle soit assistée par différentes institutions. Il faut qu'elle soit assistée par d'autres structures efficaces, ayant de l'expertise avérée dans cette matière pour pouvoir contrôler effectivement le processus de la TVA. Et comment doit être fait ces contrôles? À quel niveau précisément? Mais ces contrôles, il fait au niveau, par exemple, des entreprises qui collectent la TVA. Vous savez, certaines entreprises, la plupart des entreprises au Congo, travaillent dans le secteur informel. Maintenant, avec l'introduction de la TVA, elles sont obligées de participer à l'économie formelle. Donc, elles doivent se faire connaître à la DGI, avoir un numéro d'impôt, avoir un registre de commerce, avoir un registre de commerce, oui,
déclarer mensuellement leurs recettes, n'est-ce pas? Donc, et cela permettra à l'État d'avoir déjà, au niveau du secteur informel, qui gangrène le pays à 90%, on peut passer de 90% à 50% du secteur informel. Donc, vous voyez, ça serait peut-être 40% de l'informel qui vient dans l'informel. Et ça peut être encore un apport valable au niveau économique. Voilà, c'est déjà votre apport en tant que Congolais de la diaspora pour le pays, si je ne me trompe pas. Le fait de donner quelques, bon, je dirais pas quelques leçons, mais quelques, je dirais, explications sur la TVA, c'est quand même un apport pour vous important. Tout à fait, c'est un apport important. Que vous donnez à notre pays. L'apport ne doit pas toujours être matériel ou financier, mais l'apport intellectuel, cette expertise avérée que nous avons. Toute la diaspora, je ne parle pas de moi-même, je parle des autres aussi. Chacun est spécialiste dans son domaine, dans sa matière. Mais moi, en ce qui me concerne, au niveau économique, au niveau financier, j'ai quelque chose que je peux apporter dans ce pays. Et cette expertise, j'entends, n'est-ce pas, la faire profiter à mon pays. Vous l'avez suivi sans doute, vous, à partir d'ici à Kinshasa, vous autres à partir de là où vous êtes, bien sûr, à l'étranger. C'était Congo Émergent qui a reçu pour vous, M. Paul, Congolais de la diaspora. Avec lui, nous avons parlé de l'apport de la diaspora congolaise dans ce processus de développement de la RDC. Alors, restez branchés sur cette chaîne. Le prochain numéro, ça sera sans doute un Congolais, avec le même plaisir. Au revoir. La République démocratique du Congo, résolument tournée vers la révolution de la modernité, poursuit son développement. Mais alors, quel chantier prioritaire pour le second mandat de Joseph Kabila Kabange? Quel serait l'apport des entreprises?